Tu es un fardeau pour la famille, maman. C'est ce qu'Antoine a dit, en riant. Devant tout le monde. C'était l'anniversaire de Camille, ma belle-fille. La maison était pleine. Sa belle-sœur, sa mère, quelques cousins. J'avais fait le gâteau, comme toujours. Je suis arrivée avec le plat entre les mains, souriante, pensant que ce serait un bon moment. La belle-sœur de Camille a regardé le sol. Sa mère a fait semblant de consulter son portable. Personne n'a rien dit. Le vent a fait bouger le rideau du salon. Juste ça, un silence absolu. Antoine a croisé les bras, s'est adossé au mur et a lâché ce petit sourire en coin. Camille a ri aussi, doucement, mais elle a ri. J'ai posé le gâteau sur la table, lentement. Mes mains tremblaient à l'intérieur, mais elles paraissaient fermes à l'extérieur. J'avais passé tout l'après-midi à préparer ce gâteau, son préféré. Un moelleux à la vanille avec un glaçage au chocolat. Le même que je lui faisais quand il était enfant et qu'il rapportait une bonne note de l'école. Tu sais, ce moment où tu as l'impression que le sol vient de se dérober sous tes pieds, que tout ce que tu as construit pendant des années s'est transformé en poussière sous tes yeux. J'avais travaillé 23 ans comme couturière pour payer ses études supérieures. 23 ans assise devant cette vieille machine à coudre, à reprendre les vêtements des autres. J'avais donné toutes mes économies de retraite pour rénover leur maison quand il s'est marié. Mais ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Je ne le savais pas encore, mais 3 mois plus tard, Antoine se retrouverait assis face à un avocat, pâle, incapable de prononcer un mot, et Camille découvrirait qu'il existe pire que d'être humilié. Reste avec moi, je vais te raconter toute cette histoire. Je m'appelle Louise, j'ai 66 ans. J'ai passé ma vie entière à coudre. Des robes de soirée, des vêtements d'enfants, des ourlets de pantalons, des retouches. Tout ce qui se présentait, je le faisais. Je suis devenue veuve quand Antoine avait 9 ans. Mon mari a fait une crise cardiaque au travail. D'un moment à l'autre, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvée seule avec un garçon à élever et sans pension de réversion immédiate. Il était chauffeur de bus, mais nous n'avions jamais réussi à mettre les papiers en ordre à temps. J'ai acheté une machine à coudre d'occasion. Vieille, bruyante, mais elle fonctionnait. J'ai aménagé un petit coin dans ma chambre. Le matin, je cousais, l'après-midi, j'emmenais et je récupérais Antoine à l'école. Le soir, je cousais encore. Parfois jusqu'à l'aube, quand les délais étaient serrés. Antoine a toujours été un bon élève, intelligent. Il avait de bonnes notes sans que j'aie besoin d'être derrière son dos. Quand il a fini le lycée, il a dit qu'il voulait aller à l'université, école de commerce. Je n'ai pas hésité une seconde. J'allais trouver un moyen. Premier sacrifice. J'ai pris plus de travail. Beaucoup plus. Je suis arrivée à coudre 12 heures par jour. Week-end, jours fériés, peu importait. Mon dos me faisait souffrir, ma vue fatiguait, mais je ne m'arrêtais pas. Je mettais de côté chaque centime. Il étudiait le matin et travaillait l'après-midi dans un supermarché. Mais ça ne suffisait pas. Les frais de scolarité étaient élevés. Je complétais ce qu'il manquait. Deuxième sacrifice, j'ai vendu mon alliance en or. Elle ne valait pas une fortune, mais elle a aidé à payer 3 mensualités en retard lors de sa 2e année. Antoine ne l'a jamais su. Je lui ai dit que je l'avais perdue. Il ne l'a même pas vraiment remarqué. Troisième sacrifice, j'ai repoussé une opération du genou. Le médecin me l'avait prescrite depuis longtemps. Je boitais, monter les escaliers était un supplice. Mais l'opération signifiait arrêter de travailler pendant 2 ou 3 mois. C'était impossible. J'ai continué à coudre. Le genou a empiré. Encore aujourd'hui, il me lance quand il va pleuvoir. Mais ça a marché. Antoine a été diplômé. Il a décroché un emploi dans une bonne entreprise. Il a gravi les échelons. Après quelques années, il était déjà coordinateur. Il gagnait bien sa vie. Nous étions proches. Il venait ici à la maison tous les week-ends. On déjeunait ensemble, on discutait, on riait. Il me racontait ses problèmes de travail. Je lui donnais des conseils, des bêtises de mère, mais il écoutait. C'est là qu'il a rencontré Camille. Il me l'a présentée un samedi. Une jolie femme, très soignée. Ongles parfaits, cheveux lisses, vêtements de marque. Elle travaillait aux ressources humaines de la même entreprise. Sympathique. Elle m'a souri, m'a appelée « belle maman » le premier jour. Elle a complimenté ma maison, elle a loué le repas.
Mais j'ai remarqué une chose, un détail, presque rien. Quand Antoine est allé chercher une boisson à la cuisine, Camille a regardé autour d'elle. Le vieux canapé, les rideaux décolorés par le soleil, le tapis usé. Elle n'a rien dit. Mais son regard a changé. Il est devenu froid. Après cela, les visites ont commencé à s'espacer. Une fois par mois. Puis seulement pour les anniversaires. Toujours avec elle. Et toujours avec cet air de quelqu'un qui vous fait une faveur. Pour leur mariage, elle a tout choisi. Traiteur hors de prix, robe de créateur, réception pour 200 personnes. Antoine a payé, mais il s'est retrouvé serré. J'ai proposé mon aide. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Mais je savais que si. Je lui ai donné de l'argent quand même. De ma retraite. Il l'a accepté, mais avec un certain embarras. 6 mois après le mariage, ils ont dit qu'ils viendraient habiter chez moi, temporairement. Leur maison était en travaux. Ils avaient besoin d'un logement pour quelques mois. J'ai préparé la chambre d'amis. J'ai acheté des draps neufs. J'ai tout nettoyé à fond. Je pensais que ce serait bon d'avoir mon fils près de moi à nouveau. C'est là que les choses ont commencé à changer pour de bon. La première semaine a été étrange, mais je pensais que c'était l'adaptation. Il s'habituait. Moi aussi. La deuxième semaine, Camille a commencé à laisser des mots sur le frigo, avec des magnets, des petits papiers pliés. « Louise, tu peux laver ces serviettes aujourd'hui ? » ?»« Louise, il n'y a plus de lessive, achète-en quand tu sors. »« Louise, la salle de bain a besoin d'un nettoyage plus approfondi. » J'étais la propriétaire de la maison, mais elle écrivait comme si j'étais la femme de ménage. J'en ai parlé à Antoine. Il a ri. « Oh maman, elle est organisée comme ça. Elle aime tout laisser par écrit. Ne le prends pas mal. » Je ne l'ai pas mal pris. Pas encore. 1 mois plus tard, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Camille est entrée, a pris une pomme dans la corbeille et a dit « Louise, quand tu auras fini là, tu peux donner un coup de fer aux chemises d'Antoine. Il y en a 5 dans la chambre. » Elle ne m'a même pas regardée. Elle a parlé en croquant dans la pomme, les yeux rivés sur son portable. J'ai repassé les chemises. Après ça, c'est devenu la routine. Je me levais, je faisais le café. Il le buvait et laissait tout sur la table. Je lavais, je nettoyais, je cuisinais, je rangeais leur chambre. La maison était à moi, mais j'y vivais comme si j'étais une employée. J'ai essayé de parler à nouveau avec Antoine. Il regardait la télévision. Il n'a même pas détaché les yeux de l'écran. « Maman, tu vis seule. Ça ne te coûte rien de nous aider, non ? On traverse une période difficile. Juste quelques mois de plus. » Quelques mois sont devenus 6. Et les travaux de leur maison ne finissaient jamais. La deuxième humiliation est venue un dimanche après-midi. Ils étaient au salon en train de discuter. Je suis passée et j'ai entendu Camille dire « On doit penser à agrandir, faire une suite parentale plus correcte, peut-être fermer le balcon. » Antoine était d'accord. « C'est logique, je vais voir combien ça coûte. » Je me suis arrêtée. « Agrandir où ?» Camille m'a regardée. De cette façon-là, froide. « Ici, Louise, on pensait rénover ta maison, améliorer, moderniser un peu. Mais c'est ma maison. » « Oui, mais tu vis seule, tu n'as pas besoin de tant d'espace. On peut optimiser. » « Optimiser. » Elle a dit « optimiser. » Antoine n'a rien dit. Il est resté fixé sur son téléphone. Je suis sortie du salon. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit. J'ai pris une grande inspiration. J'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. La 3e humiliation a fait plus mal. Antoine et Camille ont eu des jumeaux. Un garçon et une fille. J'étais rayonnante. J'allais être grand-mère. Enfin. J'ai acheté des petits vêtements, des jouets. J'ai aménagé un coin dans ma chambre pour quand ils viendraient me rendre visite. Au début, je voyais les enfants tous les jours. Ils habitaient encore avec moi. Je prenais les bébés dans les bras, je donnais le biberon, je changeais les couches. Camille me laissait faire. Elle ne remerciait même pas, mais elle laissait faire. Après qu'ils ont finalement quitté ma maison pour aller dans leur nouvelle demeure, les visites ont commencé à se raréfier. J'appelais, je demandais à voir mes petits-enfants. Camille avait toujours une excuse. Ils sont enrhumés. Aujourd'hui, ça ne va pas être possible, Louise. On a un engagement. Quand je réussissais enfin à aller jusque là-bas, je restais une demi-heure, toujours debout.
On ne m'offrait même pas un café. Camille gardait l'œil sur la montre. « Louise, ne reste pas trop longtemps. Les enfants se fatiguent vite. » Un jour, je suis arrivée et les jumeaux jouaient dans le salon. Ils ont couru vers moi. Ils m'ont enlacée. Je me suis assise par terre avec eux. Camille est entrée, a vu la scène et a dit « Les enfants, mamie s'en va déjà. Allez vous laver les mains. » J'étais encore assise par terre. Les enfants sont partis en courant. Camille a croisé les bras. « Louise, la prochaine fois, appelle avant. On a une routine ici. » J'ai commencé à noter les dates, mentalement, au début, puis sur le calendrier. J'ai marqué chaque fois que je demandais à voir les petits-enfants et que j'essuyais un refus. J'ai marqué chaque fois que j'étais traitée comme une intruse dans la vie de mon propre fils. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ça, mais quelque chose en moi disait « Garde, souviens-toi, enregistre tout », parce qu'à un moment donné, ça allait servir à quelque chose. 2 mois après l'anniversaire de Camille, une lettre de la banque est arrivée. Je ne recevais jamais de courrier de la banque. Ma retraite tombait le 10 de chaque mois. Je payais les factures. Il restait un peu. Une vie simple, sans surprise. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une notification pour un crédit à la consommation, 15 000 €, prélevé directement sur mon compte. Mensualité de 340 €, pendant 60 mois. Je l'ai relu 3 fois. Je ne comprenais pas. Je n'avais jamais demandé de crédit. Jamais. J'ai appelé la banque. La dame du service client a vérifié mes données. Oui, Madame Louise, le prêt a été approuvé le 12 du mois dernier. La signature est électronique. Tout est en règle ici. Mais je n'ai pas demandé ça. Vous ne vous souvenez pas? Ça a été fait via l'application, avec votre mot de passe. Je n'utilise pas l'application de la banque. Je sais à peine me servir du téléphone. J'ai raccroché. Je suis restée à fixer la lettre, la main tremblante. J'ai appelé Antoine. Il a répondu à la 3e sonnerie. Bruit de bureau en fond. « Maman, je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ?» Une lettre est arrivée ici, de la banque. Elle dit que j'ai contracté un prêt de 15 000 €. Silence à l'autre bout du fil. « Antoine ? Ah, oui, j'ai oublié de te le dire. » Mon sang s'est glacé. « Comment ça, tu as oublié de me le dire ?»« Maman, on en avait besoin. La rénovation de la maison a pris du retard. Ça a coûté plus cher qu'on l'imaginait. J'allais te demander, mais tu allais t'inquiéter. Alors Camille a suggéré de le faire directement. Je suis ton fils, maman. Tu me les aurais prêtés de toute façon. Mais je n'ai rien autorisé. Tu m'as donné ton mot de passe une fois. Tu te souviens? Quand ta carte s'est bloquée et que tu m'as demandé de régler ça. Je l'ai gardé. Je pensais qu'il n'y avait pas de problème. C'est pour la famille. Je ne savais pas quoi dire. Je suis restée muette, agrippée au téléphone. Maman, détends-toi. La mensualité est toute petite. Ça ne fera même pas de différence. Et on te remboursera quand on pourra. D'accord? Ce n'était pas d'accord. Mais il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise à la table de la cuisine. La lettre à la main. 340 € par mois. Pendant 5 ans. Ma retraite était de 1 200 €. En enlevant ça, il restait 860. Pour payer l'électricité, l'eau, le gaz, les courses, les médicaments. Il n'allait presque rien rester. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris mes anciens relevés bancaires, ceux en papier que la banque envoyait encore. J'ai commencé à examiner les 6 derniers mois. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas, des petits montants, 100 € par-ci, 200 par-là, toujours à la fin du mois, toujours vers le compte d'Antoine. Je n'avais jamais fait attention. Je pensais que c'était des erreurs de ma part, des oublis. Mais maintenant, en regardant tout l'ensemble, on voyait le schéma. Il me prenait de l'argent sur le compte depuis longtemps, doucement, sans que je m'en aperçoive. Je me suis assise sur le lit, j'ai pris une grande inspiration. J'ai réfléchi à ce que je devais faire. Je ne pouvais pas encore les confronter. Si je disais quelque chose, ils allaient nier. Ils allaient dire que j'étais confuse, que j'avais autorisé et que j'avais oublié, que je me faisais vieille. J'avais besoin de preuves, des preuves réelles. Je suis allée à l'armoire. J'ai pris une vieille pochette où je gardais mes documents. J'ai mis la lettre du crédit à l'intérieur. J'ai mis les relevés, tout organisé, par date. Le lendemain, je suis allée à la banque.
J'ai demandé à la dame du guichet d'imprimer tout mon historique des 12 derniers mois. Elle a imprimé. Plusieurs feuilles. J'ai tout ramené à la maison. J'ai tout lu. J'ai surligné chaque virement étrange au marqueur jaune. Ça faisait presque 3000 €. En un an. J'ai appelé la banque à nouveau. Cette fois, j'ai demandé à changer mon mot de passe. La dame a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui. Je l'ai changé pour un code que moi seule connaissais. Je l'ai noté sur un papier et je l'ai caché dans ma Bible. Ensuite, j'ai bloqué les virements via l'application. On ne pouvait le faire qu'en personne, à l'agence, avec ma pièce d'identité. Antoine a appelé 2 jours plus tard. Nerveux. « Maman, tu as changé ton mot de passe ?» Je l'ai changé. Pourquoi ? Parce que c'est mon compte, mon mot de passe. Il a pris une grande inspiration. On sentait la colère contenue à l'autre bout. D'accord, maman, comme tu veux. Il a raccroché. Je savais que cela aurait des conséquences, mais je m'en fichais. Parce que maintenant j'avais la certitude. Ce n'était pas une impression. Ce n'étaient pas des idées dans ma tête. Il m'utilisait, financièrement, émotionnellement. Et j'allais avoir besoin de chaque papier, chaque relevé, chaque preuve que je pourrais rassembler. Parce qu'à un moment donné, ça allait éclater, et je devais être prête. 3 semaines plus tard, Antoine m'a appelé. C'était un jeudi. « Maman, dimanche, c'est l'anniversaire de Camille. Il y aura un déjeuner ici à la maison. Tu viens, n'est-ce pas ?» J'ai été surprise. Ça faisait longtemps qu'il ne m'invitait à rien. « Je viens. À quelle heure ?»« Midi. Apporte un gâteau. Allez. Tu le fais si bien. » J'ai raccroché. J'ai pensé à dire non. Mais c'était mes petits-enfants. Mon fils. J'avais encore l'espoir que les choses puissent s'améliorer. J'ai passé tout le samedi à faire le gâteau, moelleux à la vanille avec glaçage au chocolat. Le préféré d'Antoine depuis qu'il est petit. Je me suis appliquée. Il était magnifique. Dimanche, je me suis préparée. Vêtements simples, mais propres. Cheveux attachés. J'ai pris le gâteau avec précaution et j'y suis allée. Quand je suis arrivée, la maison était pleine. La belle-sœur de Camille, sa mère, quelques cousins, des gens que je ne connaissais pas, tout le monde bien habillé. Moi avec ma blouse de toujours et mes vieilles sandales. Camille a ouvert la porte. Elle a regardé le gâteau. Elle n'a pas souri. « Salut, Louise. Entre. » Je suis entrée. J'ai salué tout le monde. J'ai essayé d'engager la conversation avec la mère de Camille. Elle a répondu sèchement. 2 mots. Elle s'est remise sur son portable. J'ai posé le gâteau sur la table de la cuisine. Antoine était au barbecue, dans le jardin. Je lui ai fait un signe. Il m'a répondu de la main. Il n'est pas venu me parler. Je suis restée là, debout, sans savoir où m'asseoir, sans personne pour lancer un sujet. Les jumeaux sont entrés en courant. Ils m'ont vu. Ils ont souri. Ils ont couru vers moi. Je me suis baissée, je les ai serrés tous les deux. Camille est apparue. « Les enfants, attention. Mamie a ses beaux vêtements. » Ce n'étaient pas des beaux vêtements. C'étaient les vêtements que j'avais. Les enfants m'ont lâché. Ils sont partis en courant à nouveau. Le déjeuner a commencé. Je me suis assise dans un coin. Personne ne me parlait. Je mangeais en silence. J'écoutais les rires des autres, des blagues que je ne comprenais pas, des sujets de gens qui ne m'incluaient pas. Après le déjeuner, Camille a apporté le gâteau. Mon gâteau. Elle l'a coupé. Elle l'a distribué. Sa belle-sœur en a mangé un morceau. « Camille, qui l'a fait ?» Avant que Camille ne réponde, j'ai parlé. « C'est moi. » La belle-sœur m'a regardée, puis son assiette. Elle n'a rien dit. Camille a ri. De cette façon-là. Oui, Louise aime bien aider. Aider. Comme si c'était une faveur. J'ai respiré à fond. J'ai essayé de tenir bon. C'est là que la mère de Camille a demandé « Louise, vous habitez loin d'ici ?»« J'habite, à environ 40 minutes de bus. »« Seule ? Seule ? Oh là là ! Quelle tristesse !» Antoine était à côté. Il a entendu. Il n'a rien dit. Camille en a profité. C'est ça, on le dit toujours à Antoine. Il faut trouver une meilleure solution pour elle. Elle ne peut pas rester comme ça. J'ai regardé Antoine. Il a détourné le regard. « Solution comment ?» j'ai demandé.
Camille a haussé les épaules. Je ne sais pas. Il y a des endroits très bien, des maisons de retraite, ces choses-là. Le silence est tombé dans la pièce. La belle-sœur a arrêté de manger. La mère a posé sa fourchette. J'ai senti ma poitrine se serrer. Antoine a ri, fort, forcé. Camille arrête. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Quoi, je parle sérieusement. Louise n'a plus l'âge de rester seule. Et soyons honnêtes, Antoine. Tu es un fardeau pour la famille. Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Tu es un fardeau pour la famille, Louise. C'était la même phrase, l'exacte même phrase. Mais cette fois, devant tout le monde. Antoine n'a rien dit. Il est resté à fixer le sol. Personne d'autre n'a parlé. La belle-sœur a touché son verre. La mère a toussé doucement. Le vent a fait bouger le rideau du salon. Juste ça. Je me suis levée. Lentement. J'ai pris mon sac. Je m'en vais, Camille a souri. Déjà, tu n'as même pas pris le café. Je n'ai pas répondu. Je suis allée jusqu'à la porte. J'ai ouvert. Je suis sortie. J'ai entendu la voix d'Antoine derrière. Maman, je ne me suis pas arrêtée. J'ai descendu la rue. J'ai pris le bus. Je me suis assise au fond. J'ai regardé par la fenêtre. Et à ce moment-là, j'ai décidé. C'est fini. Je suis arrivée chez moi et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le canapé, encore habillée, encore avec mes sandales. Je suis restée là, figée, à regarder le mur. La maison était silencieuse. Elle avait toujours été silencieuse. Mais ce jour-là, elle semblait l'être plus. Elle semblait vide d'une façon qui faisait mal. J'ai commencé à pleurer, doucement au début, puis plus fort, seule, sans personne pour voir, sans personne pour entendre. J'ai pleuré pour l'humiliation, pour la phrase répétée devant des inconnus, pour Antoine qui ne m'a pas défendu, pour les petits-enfants que je voyais à peine, pour la vie que j'avais donnée à mon fils et qui maintenant semblait ne rien valoir. Je suis restée comme ça jusqu'à la tombée de la nuit, sans manger, sans boire d'eau, sans me lever. Quand la nuit est tombée, je suis allée dans ma chambre, je me suis couchée, j'ai regardé le plafond, j'ai pensé à tout, à chaque sacrifice, à chaque année passée à coudre tard le soir, à chaque facture payée, à chaque fois que je l'ai fait passer avant moi. Et j'ai pensé, où est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai mal dormi. Je me suis réveillée plusieurs fois, toujours avec la même sensation, un poids sur la poitrine, l'envie de disparaître. Le lundi matin, je me suis levée tôt, j'ai fait du café, je me suis assise à la table. Je l'ai bu lentement. C'est là que c'est venu. Ce n'était pas une pensée claire. C'était une sensation, une gêne. Quelque chose en moi qui disait « Tu ne vas pas rester comme ça ». J'ai fini le café. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre. J'ai pris la vieille pochette où j'avais gardé les relevés et la lettre du crédit. Je les ai posés sur la table. J'ai ouvert. J'ai regardé chaque papier, chaque relevé marqué au jaune, chaque virement non autorisé, la lettre de la banque avec la notification du prélèvement. J'ai pris une grande inspiration, je me suis levée à nouveau, je suis allée à l'armoire, il y avait une boîte à chaussures vide en haut, je l'ai descendue, je l'ai nettoyée, je l'ai tapissée avec un tissu. Je suis revenue à la table, j'ai commencé à organiser. Premièrement, les relevés bancaires, tous, des 12 derniers mois. Je les ai mis en ordre, par date, je les ai agrafés. J'ai marqué les montants suspects avec des post-it jaunes. Au total, 2 960 € en virement que je n'avais pas autorisé. Deuxièmement, la lettre du crédit à la consommation. 15 000 €, 60 mensualités, 340 par mois. Signature électronique qui n'était pas la mienne. Troisièmement, les reçus. J'avais tout gardé. Chaque rénovation que j'ai payée pour leur maison. Chaque cadeau pour les jumeaux. Chaque somme que j'ai donnée en prêt et qui n'est jamais revenue. J'ai organisé par année. J'ai fait un calcul rapide à la calculatrice. Ça faisait 23 000 € en 3 ans. Quatrièmement, les messages. Je n'effaçais rien du portable. Je suis allée sur WhatsApp. J'ai cherché les conversations avec Antoine. J'ai fait des captures d'écran de chaque fois qu'il demandait de l'argent, de chaque promesse non tenue, de chaque « je te rembourse plus tard, maman ». Je les ai imprimées dans un cybercafé près de la maison. Je suis revenue,
Je les ai mises dans la boîte. Cinquièmement, les notes. J'ai pris mon vieux calendrier, celui où je notais les visites refusées aux petits-enfants. J'ai compté. En 6 mois, j'ai demandé à voir les enfants 17 fois. J'ai réussi 3 fois. J'ai noté les excuses, toujours les mêmes. Ils sont enrhumés. Pas possible aujourd'hui. On a un engagement. J'ai tout mis dans la boîte. J'ai fermé. J'ai écrit sur le couvercle au feutre noir. Preuve. Je me suis rassise. J'ai regardé la boîte. Ce n'était pas juste du papier. C'était ma vie. C'était chaque morceau de moi que j'avais donné et qui avait été jeté à la poubelle. J'ai pris un carnet. Je l'ai ouvert à une page vierge. J'ai écrit « Dette financière, crédit 15 000 plus, virement 2 960 plus travaux et cadeaux 23 000, Anne 2, 40 960 €. Dette émotionnelle, humiliation publique, éloignement des petits-enfants, utilisation de la maison comme domestique, vol d'identité bancaire. J'ai fermé le carnet. Je l'ai mis dans la boîte aussi. Je me suis levée, j'ai rangé la boîte dans l'armoire, tout au fond, où personne ne la verrait. Je suis retournée au salon. Je me suis assise. J'ai pris le téléphone. Il y avait un contact que je n'avais pas appelé depuis des années. Maître Vasseur, avocat, ami de mon défunt mari. Il disait toujours « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi ». J'ai pris une grande inspiration. J'ai composé le numéro. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Louise, ça fait longtemps. » « Maître Vasseur, j'ai besoin d'aide, d'une aide sérieuse. » Bref silence. Je t'écoute. « Mon fils, il m'utilise, financièrement, émotionnellement. J'ai des preuves, beaucoup de preuves, mais je ne sais pas quoi en faire. Peux-tu venir ici au cabinet demain ? Je peux. Apporte tout, chaque papier, chaque reçu, chaque message, on en parlera correctement. D'accord. Louise ? Oui ? Tu as bien fait d'appeler. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait. Un nouveau jour. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je n'étais plus seule. J'avais un plan. Et j'irai jusqu'au bout. Mardi matin, j'ai pris la boîte de preuves et je suis allée au cabinet de Maître Vasseur. C'était dans le centre. Un immeuble ancien, mais bien entretenu. Je suis montée par l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai sonné. La secrétaire a ouvert. Une jeune femme, sympathique. « Vous êtes Madame Louise ? Maître Vasseur vous attend. » Je suis entrée. Le bureau était petit. Table remplie de dossiers, bibliothèque pleine de livres, odeur de vieux café. Maître Vasseur s'est levé. Plus âgé, cheveux gris, mais le même sourire que toujours. « Louise, assieds-toi là. » Je me suis assise. J'ai posé la boîte sur le bureau. Il a regardé la boîte. Puis moi. « Raconte-moi tout, depuis le début. » J'ai respiré à fond. J'ai raconté. Le veuvage, les sacrifices, Antoine, l'arrivée de Camille, les humiliations, le prêt non autorisé, les virements, l'humiliation publique à l'anniversaire. J'ai parlé sans m'arrêter. Il écoutait. Il prenait des notes. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il est resté silencieux, pensif. « Montre-moi les preuves. » J'ai ouvert la boîte. J'ai tout sorti. Les relevés, la lettre de la banque, les reçus, les messages imprimés, le carnet avec les notes des visites refusées. Il a pris chaque papier. Il a lu lentement. Il a vérifié les dates. Il a fait des calculs sur la calculatrice. Il a marqué des choses au stylo. Il a mis presque une demi-heure. Quand il a fini, il a enlevé ses lunettes. Il s'est passé la main sur le visage. « Louise, ce qu'il y a là, c'est un délit. » Je le savais déjà, mais l'entendre de sa bouche faisait mal différemment. Crédit à la consommation sans autorisation, c'est de l'escroquerie. Virement non autorisé, c'est de l'abus de confiance. Utilisation de mots de passe bancaires sans permission, c'est de la fraude. Tout est là, documenté. Il a ouvert un tiroir. Il a pris un formulaire. « J'ai besoin d'une chose de plus. As-tu donné ton numéro fiscal ou d'identité pour une consultation récente? Financement? Carte? » Non. Pourquoi? Parce que je vais demander un rapport complet à la Banque de France, pour voir s'il y a autre chose à ton nom que tu ignores. Il a pris le téléphone. Il a appelé quelqu'un. Il a donné mes informations. Il a demandé l'urgence. 15 minutes plus tard, un email est arrivé. Il l'a ouvert. Il a lu. Son visage s'est fermé. « Louise,
Il y a 2 choses ici que tu dois savoir. Mon cœur s'est accéléré. Première, il y a une carte de crédit à ton nom, ouverte il y a 4 mois, plafond de 8 000 €. Elle est presque saturée. 7 600 de dette. Je ne respirais plus. Je n'ai jamais demandé de carte. Je sais, mais quelqu'un l'utilise. Deuxième chose, il a hésité. Il y a une procédure juridique enregistrée sur ton identité, une demande de mise sous curatelle. Curatelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un demande à être ton tuteur légal, normalement utilisé dans les cas de démence, d'incapacité mentale. Celui qui le demande assume le contrôle total de tes biens. J'ai senti le sol disparaître. Qui l'a demandé? Ton fils, Antoine. L'air est sorti de mes poumons. Curatelle. Il voulait me faire interdire, me déclarer incapable, pour avoir le contrôle total de ma retraite, de ma maison, de tout. Quand est-ce que ça a été fait? Le mois dernier. C'est encore en analyse. Tu n'as pas été notifié parce qu'ils ont demandé le secret de l'instruction. Ils ont allégué que tu as un Alzheimer à un stade précoce. Je n'ai pas Alzheimer. Je sais, mais ils vont essayer de prouver que si, avec un rapport médical faux, des témoins achetés. C'est ce que font ce genre de gens. Je suis restée silencieuse, à assimiler. Maître Vasseur s'est penché en avant. Louise, écoute, tu as 2 options. Tu laisses tomber et tu acceptes. Ou on y va à fond. Mais si on y va, ça doit être jusqu'au bout, sans recul. Tu as compris? Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Je veux aller jusqu'au bout. Il a hoché la tête. Il a pris un nouveau bloc-notes. Il a commencé à écrire. Alors on va monter un plan. 3 fronts. Premier front, juridique. Je vais engager 3 actions. Une en remboursement pour les sommes volées. Prêt, virement, usurpation d'identité. Le tout additionné fait plus de 40 000 €. Deuxième action, annulation de la curatelle. On va prouver que tu es lucide, saine et capable. Troisième action, ordonnance de protection, pour l'empêcher d'utiliser ton nom pour quoi que ce soit dorénavant. J'ai noté mentalement chaque mot. Deuxième front, social. On va avoir besoin de témoins, des gens qui te connaissent, qui savent que tu es saine d'esprit. Voisins, amis, personnes de la paroisse si tu y vas, quelqu'un qui puisse attester de ton état mental et confirmer les humiliations. Tu as quelqu'un? J'ai réfléchi. Madame Petit, ma voisine depuis 15 ans, Monsieur Legrand de la boulangerie, Thérèse, mon amie de couture. J'en ai 3 personnes. Parfait, je vais discuter avec elles, préparer les dépositions. Troisième front, émotionnel. Il m'a regardé sérieusement. Louise, ça va faire mal, beaucoup, parce que ce n'est pas seulement un procès, c'est une confrontation. Tu vas devoir regarder ton fils et tout dire, devant un juge, devant des avocats, peut-être devant Camille. Tu es prête pour ça? J'ai fermé les yeux. J'ai respiré à fond. J'ai vu le visage d'Antoine. Enfant, adolescent, homme. J'ai vu chaque sacrifice, chaque nuit à coudre, chaque facture payée, chaque promesse que j'ai faite de toujours prendre soin de lui. Mais j'ai aussi vu la phrase « Tu es un fardeau pour la famille ». J'ai vu son sourire, le rire, le silence quand Camille m'a humilié. J'ai ouvert les yeux. Je le suis. Maître Vasseur a frappé sur la table, décidé. Alors on commence. Aujourd'hui même. Je vais préparer les documents. La semaine prochaine, on dépose tout. Dans 15 jours, il recevra la notification. Quand ça arrivera, Louise, ne réponds pas au téléphone. N'ouvre pas la porte. Ne discute pas. Laisse-moi faire. Compris? Compris. Il s'est levé. Il m'a raccompagné à la porte. Louise? Oui? Ton mari serait fier de toi aujourd'hui. Je suis sortie du cabinet avec la boîte vide. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas vide. J'avais un allié, un plan et du courage. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de temps. 2 semaines plus tard, Maître Vasseur m'a appelé. « Louise, j'ai tout déposé. Les 3 actions. Antoine va être notifié demain. Tu es prête? Je suis prête. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ne réponds pas aux appels, n'ouvre pas la porte. Quoi que ce soit, tu m'appelles. » D'accord. Le lendemain, vendredi,
Le téléphone a sonné. À 9 heures du matin. C'était Antoine. Je n'ai pas répondu. Ça a sonné à nouveau. 10 heures du matin. Midi. 2 heures de l'après-midi. 5 fois de suite. Je n'ai répondu à aucune. Le soir, on a frappé à la porte. Fort, avec insistance. J'ai regardé par le Judas. C'était lui, seul, visage tendu. Je suis restée immobile, en silence, à attendre. Il a frappé encore 3 fois. Il a crié mon nom. « Maman, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. » Je n'ai pas ouvert. Après environ 10 minutes, il est parti. Je me suis assise sur le canapé, la main tremblante, mais pas de peur, de colère. Le samedi matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris une douche, je me suis préparée. J'ai choisi des vêtements simples. Pantalon noir, chemisier beige, chaussures fermées plates. Rien de voyant. Rien qui ressemble à trop d'efforts. J'ai attaché mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir. Ce n'était pas la même femme d'il y a 2 mois. Celle qui pleurait seule sur le canapé. Celle qui acceptait l'humiliation sans rien dire. Celle-ci avait le dos droit, le regard ferme, le menton haut. J'ai pris une pochette. J'ai mis des copies de toutes les preuves, organisées, dans le bon ordre. J'ai répété mentalement ce que j'allais dire. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas supplier. J'allais parler, clair, direct, en regardant dans les yeux. J'allais montrer chaque papier, chaque reçu, chaque mensonge, et j'allais le laisser sans issue. Maître Vasseur avait fixé une réunion de conciliation. Lundi, 10 heures du matin, au tribunal. Il a dit que c'était obligatoire avant que la procédure n'avance. Une chance de régler ça sans procès. Mais nous le savions déjà, il n'y aurait pas de conciliation, parce qu'il n'y avait pas moyen de concilier un vol. J'ai passé tout le week-end à tout repasser en revue, chaque chiffre, chaque date, chaque phrase que j'allais dire. La nuit de dimanche, j'ai peu dormi, mais ce n'était pas de l'anxiété, c'était de la préparation. Lundi matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai bu mon café lentement. J'ai mis les mêmes vêtements que j'avais préparés. J'ai pris la pochette. J'ai tout vérifié à nouveau. Je suis partie de la maison à 8h30. Le tribunal était loin. J'ai pris 2 bus. Le trajet a pris presque 1 heure. J'ai regardé par la fenêtre. La ville qui se réveillait. Les gens allant au travail. La vie normale. La routine. Mais pour moi, ce jour-là n'était pas normal. Ce jour-là allait tout changer. Je suis descendue du bus devant le tribunal. Grand bâtiment, gris, plein de gens qui entraient et sortaient. J'ai respiré à fond. J'ai monté les marches, lentement, chaque pas ferme. Je suis passée par le portique de sécurité. L'agent a demandé d'ouvrir le sac. J'ai ouvert. Il a vérifié. Il m'a laissé passer. Je suis entrée dans le hall. J'ai cherché l'étage. 3e. Salle 304. Maître Vasseur attendait à la porte. Il m'a vue. Il a fait un signe. « Louise, tu es arrivée tôt ?» Je suis arrivée. Il est déjà dedans, avec l'avocat, et Camille. Mon cœur a accéléré. Juste un peu. D'accord. Maître Vasseur m'a regardé. Sérieux. Rappelle-toi, laisse-moi parler en premier. Ensuite, tu complètes. Calme, ferme, sans trop d'émotion. Juste la vérité. J'ai hoché la tête. Il a ouvert la porte. Et je suis entrée. La salle était petite. Longue table au milieu, chaises de chaque côté. D'un côté, Antoine, Camille, et leur avocat, un homme en costume chair, visage sérieux. De l'autre, moi et Maître Vasseur. Au milieu, la conciliatrice. Une femme d'une 50aine d'années, lunettes, dossier ouvert devant elle. Je me suis assise. J'ai posé la pochette sur la table, les mains dessus. Antoine m'a regardé. Il a essayé de sourire. Ce sourire nerveux qu'il faisait depuis enfant quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Je n'ai pas rendu le sourire. Camille avait les bras croisés. Elle regardait le mur, comme si être là était une absurdité. La conciliatrice s'est éclaircie la gorge. « Bien, nous sommes ici pour tenter une conciliation avant que cette procédure n'avance. Madame Louise, le monsieur est votre fils, correct? C'est ça. »
et les actions engagées contre lui impliquant des questions financières et une tentative de mise sous curatelle. C'est bien cela? C'est bien cela. Elle a regardé l'avocat d'Antoine. Maître Durand, souhaitez-vous exposer votre position? L'avocat a ajusté son costume. Il a parlé avec cette voix de quelqu'un qui a appris son discours par cœur. Oui, mon client Antoine regrette profondément tout malentendu. Nous pensons qu'il y a eu une confusion concernant les montants mentionnés. Le prêt a été fait avec le consentement verbal de Madame Louise, et les virements ont été autorisés au préalable. Quant à la curatelle, c'était une mesure préventive, en pensant à son bien-être, vu qu'elle a montré des signes d'oubli et de confusion mentale. Oubli. Confusion mentale. J'ai respiré à fond. Maître Vasseur a levé la main. Je peux? La conciliatrice a hoché la tête. Il a ouvert sa mallette. Il a sorti un papier. Voici un rapport médical de Madame Louise, fait il y a 1 semaine, par un neurologue agréé. Il atteste qu'elle est en pleine possession de ses facultés mentales, sans signe de démence, d'Alzheimer ou de toute déficience cognitive. Il a posé le papier sur la table. Concernant le consentement verbal du prêt, il n'existe pas de consentement verbal en opération bancaire. Il existe la signature électronique, qui a été faite avec le mot de passe personnel de Madame Louise, obtenu de manière irrégulière par Monsieur Antoine. Il a sorti un autre papier. Ici, relevé bancaire des 12 derniers mois. Marqué en jaune, virement non autorisé. Total, 2 960 €. Encore un papier. Ici, reçu de travaux de rénovation payé par Madame Louise pour la maison du couple. Total, 23 000 €. Jamais remboursé. Il a empilé les papiers, un par un, devant l'avocat. Antoine a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Camille continuait à garder les bras croisés. Mais son regard a changé. Elle a commencé à calculer. La conciliatrice a regardé les papiers. Puis Antoine. « Monsieur Antoine, confirmez-vous ces transactions ?» Il a ouvert la bouche, l'a fermée. A regardé son avocat. L'avocat s'est raclé la gorge. « Mon client a besoin d'un moment pour examiner ses documents. » Maître Vasseur s'est penché en avant. « Il n'y a rien à examiner. Tout est documenté. Date, montant, historique bancaire complet. De plus, il a sorti un papier de plus, le dernier. Voici la consultation du fichier FICP de Madame Louise. Il y a une carte de crédit ouverte à son nom, sans autorisation, dette de 7 600 €, et il y a la demande de curatelle faite par Monsieur Antoine, alléguant une incapacité mentale inexistante. Silence. La conciliatrice a enlevé ses lunettes. Monsieur Antoine, c'est grave. Il a finalement parlé, voix basse. Je voulais juste aider. Les choses sont devenues difficiles. La rénovation a coûté plus cher. J'allais tout rendre. J'allais le faire. Quand? La voix est sortie de moi. Ferme, claire. Il m'a regardé. Maman? Quand allais-tu rendre l'argent, Antoine? Il a détourné le regard. J'ai ouvert ma pochette. J'ai sorti le premier papier. Tiens, message de toi. 5 mars. Maman, prête-moi 2000, je promets que je te rembourse le mois prochain. Où sont les 2000? J'ai posé le papier sur la table. J'en ai sorti un autre. Message de juillet. J'ai besoin de 1500. Urgence, je te paie en août. Où sont les 1500? Un de plus. Message de septembre. Juste 800 de plus. Dernière fois, maman, je jure. Où sont les 800? J'ai empilé les 3 papiers. Tu n'as jamais rien rendu, Antoine. Jamais. Il a baissé la tête. Mais je n'avais pas fini. Tu as pris mon mot de passe. Tu as pris un crédit à mon nom. Tu as fait des virements sans que je le sache. Tu as ouvert une carte de crédit. Tu as essayé de me faire interdire. Pourquoi? Pour avoir le contrôle total de mon argent, de ma maison, de moi. Sa voix est sortie étranglée. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. J'ai regardé Camille, droit dans les yeux. Et toi? Toi qui lui as mis ces idées dans la tête. Elle a levé les yeux au ciel. Je n'ai rien à voir avec ça. Maître Vasseur a sorti un papier de plus. Message imprimé. Ici. Conversation WhatsApp entre Madame Camille et Monsieur Antoine. Date 15 octobre. Elle écrit « Demande vite le prêt à son nom.
Elle ne s'en rendra même pas compte. Et si elle s'en rend compte, tu es son fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Il a posé le papier sur la table. Le visage de Camille a changé. Elle est devenue pâle. « Comment vous avez eu ça ?» Maître Vasseur a souri, froidement. « Sauvegarde Cloud, autorisée par Madame Louise, qui est titulaire de la ligne mobile de Monsieur Antoine. » Vrai, j'avais mis Antoine sur mon forfait quand il était jeune, pour économiser, et je ne l'ai jamais enlevé. Camille s'est levée. « C'est une violation de la vie privée. » Ce n'est pas le cas. Le titulaire de la ligne a le droit légal d'accéder à la sauvegarde, et elle a utilisé ce droit. Elle s'est rassise, furieuse. J'ai regardé Antoine à nouveau. « Tu sais combien de nuits j'ai passé à coudre pour payer tes études ?» Il n'a pas répondu. « Tu sais combien de fois j'ai mangé du pain beurré au dîner pour qu'il reste de l'argent pour toi ?» Silence. « Tu sais combien de fois j'ai ignoré la douleur, la fatigue, l'envie d'abandonner, juste pour que tu aies une vie meilleure ?» Sa voix est sortie basse, presque inaudible. « Je sais, maman. Tu ne sais pas, parce que si tu savais, tu n'aurais pas fait ça. » Il a levé le visage, yeux rouges. « Je suis désolé. Moi aussi. » La conciliatrice a pris une grande inspiration. « Madame Louise, que voulez-vous » Je l'ai regardée, puis j'ai regardé Antoine. « Je veux mon argent en retour, chaque centime, crédit, virement, carte, travaux, tout. 40 960 €, avec intérêt. » L'avocat d'Antoine s'est étouffé. « 40 000 ? Il n'a pas ça. » Alors qu'il échelonne, ou vende quelque chose, ou demande un prêt, comme il préfère. Mais je le veux en retour. J'ai regardé Maître Vasseur. Il a hoché la tête. Et je veux la demande de curatelle annulée, officiellement, actée, et une ordonnance de protection permanente l'empêchant d'utiliser mon identité, ma signature ou mon nom pour quoi que ce soit. Plus jamais. La conciliatrice a tout noté. Et s'il n'accepte pas ? On va au tribunal, et je porte plainte pour escroquerie, abus de confiance et fraude. Il répondra au pénal. Antoine a regardé son avocat, désespéré. L'avocat a soupiré. Mon client accepte les termes. Camille s'est levée à nouveau. Antoine ! Il ne l'a pas regardé. Il a juste dit, doucement. Accepte, Camille. Elle est sortie en claquant la porte. La conciliatrice a préparé l'accord. Antoine a signé, en tremblant. Quand il a fini, je me suis levée. J'ai pris ma pochette. J'ai regardé mon fils. Une dernière fois. Tu as dit que j'étais un fardeau pour la famille, mais je n'ai jamais été le fardeau, Antoine. J'étais la fondation, et tu l'as détruite. Je suis sortie de la salle. Maître Vasseur est venu derrière. Dans le couloir, il m'a touché l'épaule. Tu as été incroyable. J'ai souri, fatiguée, mais légère. Merci. J'ai descendu les escaliers, lentement. Je suis sortie du tribunal. Le soleil était fort dehors. J'ai respiré à fond. Libre. 3 mois après l'audience, Antoine a fait le premier virement. 1 500 €. Sur mon compte. Avec un libellé simple. Sans message. Sans excuse. Maître Vasseur avait structuré le paiement en 30 mensualités. 1 500 par mois. Pendant 2 ans et demi. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était le possible. Et c'était officiel. Enregistré. S'il retardait une mensualité, la procédure pénale reprenait automatiquement. Il n'en a retardé aucune. La curatelle a été annulée. Officiellement. Le juge a déterminé que j'étais en pleine capacité mentale et que toute tentative future serait considérée comme un abus. C'est resté enregistré, permanent. La carte de crédit a été annulée. La dette transférée au nom d'Antoine. Sa responsabilité, pas la mienne. Camille ? Eh bien, Camille est sortie de l'histoire comme elle y était entrée, en causant des problèmes. 2 mois après l'audience, Antoine m'a appelé. Pour la première fois depuis ce jour-là. Sa voix était fatiguée. « Maman, Camille et moi, c'est fini. Je n'ai pas ressenti de peine. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai rien ressenti. D'accord. Elle a pris la moitié de tout. La maison va être vendue. Je vais devoir recommencer à zéro. » Silence. « Je voulais juste que tu le saches. »
D'accord, Antoine. Il a hésité. Tu vas bien? Je vais bien. Les enfants demandent après toi. Ma poitrine s'est serrée. Juste un peu. Envoie-leur un baiser. Maman, je peux les amener te voir? Un de ces jours? J'ai respiré à fond. Tu peux, mais tu appelles avant. On convient de l'heure. Et tu respectes si je dis que ce n'est pas possible. Je respecte. Alors c'est bon, j'ai raccroché. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être que ce ne serait jamais un pardon complet. Mais c'était une limite. Claire, ferme, et il allait devoir l'accepter. 15 jours plus tard, il a amené les jumeaux. Ils sont restés 1 heure. Ils ont joué dans le jardin. Ils ont mangé le gâteau que j'avais fait. Ils m'ont serré dans leurs bras à la sortie. Antoine est resté à la porte. Il n'est pas entré. Il a juste fait un signe de la main quand il est parti. Et c'était bien comme ça. J'avais vendu la grande maison, celle où j'avais élevé Antoine, où j'avais cousu pendant des années, où j'avais subi les humiliations. J'ai acheté un petit appartement, un 2 pièces, salon simple, cuisine américaine, dans un quartier calme, loin de tout ce qui me rappelait ces temps-là. Je n'avais pas beaucoup de meubles, canapé neuf, petite table, bon lit, l'essentiel, mais c'était à moi, complètement à moi. Personne ne commandait, personne n'humiliait, personne n'utilisait. J'ai recommencé à coudre, pas par nécessité, par plaisir. Je faisais des vêtements pour les poupées des petites filles des voisines. Je faisais des ourlets pour Madame Petit. Je cousais des coussins colorés pour vendre au petit marché du quartier. Rien de très grand. Rien qui ne me fatiguait. Juste assez pour me tenir occupée. J'ai commencé à sortir plus. J'allais sur la place le matin. Je marchais 1 demi-heure, je discutais avec d'autres dames, je prenais le café à la boulangerie de Monsieur Legrand. Je me suis liée d'amitié avec Thérèse, mon ancienne collègue de couture. On se retrouvait tous les mardis. On brodait. On discutait. On riait. J'ai appris que la vie n'a pas besoin d'être grande pour être belle. J'ai appris que recommencer n'a pas d'âge. Et j'ai appris, surtout, que la dignité ne se négocie pas. Il y a des gens qui m'ont demandé si je n'avais pas été trop dure avec Antoine, si ce n'était pas mon fils, si je n'aurais pas dû pardonner. Je réponds toujours la même chose. Pardonner ne signifie pas accepter l'abus. Être mère ne signifie pas être un paillasson. Aimer ne signifie pas permettre le manque de respect. J'ai tout donné à mon fils, mon temps, mon argent, ma santé, mes années. Mais il a franchi une ligne. Il a utilisé mon nom. Il a volé mon identité. Il a essayé de m'enlever ma liberté. Et ça, aucun amour de mère ne le justifie. Aujourd'hui, je dors tranquille. Je me réveille sans poids sur la poitrine. Je bois mon café sans hâte. Je regarde par la fenêtre et je vois le soleil se lever. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai la paix. Je n'ai pas de luxe, mais j'ai la liberté. Je n'ai pas une grande famille réunie chaque dimanche, mais j'ai le respect de moi-même. Et ça, j'ai découvert, vaut plus que n'importe quoi. Si tu traverses quelque chose de similaire, écoute ce que je vais te dire. N'accepte pas l'humiliation en silence. N'accepte pas d'être traité comme un fardeau. N'accepte pas d'être utilisé par ceux que tu aimes. Parce que l'amour véritable n'humilie pas. Il ne vole pas. Il ne détruit pas. L'amour véritable respecte. Prends soin. Protège. Et si ce que tu reçois n'est pas ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'abus. Et tu ne mérites pas ça. J'ai mis 66 ans à apprendre ça. Tu n'as pas besoin de mettre autant de temps. Rassemble tes preuves. Cherche de l'aide. Que ce soit un avocat, un ami, une assistante sociale. Mais ne reste pas immobile. Ne reste pas à accepter. Parce que tu mérites la dignité. Tu l'as toujours méritée. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si cette histoire t'a touché, commente ici depuis quelle ville tu m'écoutes. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.